horloge est toujours susceptible de se métamorphoser en temps psychologique. Et en fait, tout ça est une question de degré, tout ça est extrêmement ténu, extrêmement minutieux, c'est du vivant, quoi. Donc on peut pas lui plaquer temps horloge son psychologique. Il y a des fois des formes de temps qui vont donner l'impression d'être susceptibles d'être identifiées comme du temps psychologique et qui va en fait être du temps horloge des passionnés. Et on peut aussi s'illusionner en pensant qu'on est radicalement dans le temps horloge de manière totalement dépassionnée, alors qu'en fait on est en train d'activer notre rapport psychologique au temps et d'en souffrir. Et dans ce cas-là, c'est notre mental qui essaie de nous faire prendre l'un pour l'autre pour vivre, quoi. Parce que vous savez que souvent dans les sagesses et les spiritualités, on dit que voilà, ce qui nous cause de la souffrance, certaines parts de notre ego, certaines parts de notre mental ont peur de mourir. C'est l'image qu'on donne souvent et c'est assez juste. Elles ont peur de mourir, donc elles s'imposent et elles se greffent sur nos forces vitales et elles rusent pour, quand on essaie de changer un petit peu de système, de les rendre moins hégémoniques, de survivre. Voilà, donc ça répond à une sorte de forme de la mort, de peur de la mort, duplicable à ces formes, ces forces, ces énergies qui nous traversent, qui vivent en nous, voire à travers nous. Voilà. Alors, le temps psychologique, c'est quand, en fait, on croit utiliser le temps comme un outil et qu'en fait, on y met de l'émotionnel. Voilà. Et donc, le temps horloge, comme il est dépassionné, n'est pas susceptible de nous faire souffrir, alors que le temps psychologique peut devenir notre bourreau. Le temps psychologique, donc quand on évolue dans le présent et dans le passé d'une manière dangereuse, c'est donc les deux grandes tendances que Tolle va décrire là-dedans, c'est en fonction du passé et du futur. Et donc il explique très bien que souvent on se balade dans le passé parce qu'on y puise l'illusion de notre identité. Et là, si vous lisez beaucoup Tolle ou si vous lisez d'autres écrits de sagesse, ça renvoie souvent à la question, mais alors qui suis-je ? Et en fait, vous êtes cette part divine qui a pris l'instrument physique unique va s'exprimer son divin dans le monde concret, quoi. En gros, c'est l'idée, quoi. Mais du coup, donc ça renvoie à quelque chose de divin, donc à quelque chose de très identifié. Ça, si je consacre une série de vidéos à la pensée de Osho, donc Osho veut dire océan, océanique, et donc c'est normal qu'il parle souvent de la goutte d'eau et de l'océan, et en fait, il ne faut pas s'illusionner dans l'identité de notre goutte d'eau, puisque nous procédons de l'océan. On ne peut pas être une goutte d'eau et ne pas procéder de l'élément aquatique, quoi. Voilà, donc c'est l'extrême question. L'ultime question, c'est que comme ces outils de sagesse, ces écrits de sagesse vous incitent à vous désidentifier de votre mental, ça pose cette question abyssale de qui suis-je ? Et en fait, Eckhart Tolle dit que c'est tellement vertigineux qu'on a envie de se raccrocher à l'illusion de notre ego forgé par le mental, à savoir la vision qu'on a dans le présent de notre passé et à travers laquelle on croit se définir. Alors vous l'avez vu, j'ai dit dans le présent, donc l'image qu'on a dans le présent de ce qu'a été notre passé. Et ça, c'est un moyen d'échapper à l'illusion de notre identité forgée par le passé, c'est que en fait, vous êtes dans le présent, donc toute projection dans le passé, et ce sera valable pour le futur aussi, est illusoire. Elle est présente. Quand vous vous projetez dans le passé, vous n'êtes pas dans le passé, vous ne revivez pas votre passé, vous êtes dans le présent, en train d'utiliser votre mental pour aller à un endroit qui n'existe plus et à lui redonner vie de manière factice. Et c'est la même chose pour le futur, mais c'est plus facile à concevoir pour le futur. Le futur n'existe pas, semble beaucoup plus réel que le passé n'existe pas. En fait, passé et futur sont des présents, donc sont vécus dans le présent. C'est votre mental qui se projette dans l'un et dans l'autre. C'est à la fois complètement tautologique et complètement abyssal.
tautologique, c'est nommer les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est faire une démonstration qui tourne en rond, c'est dire l'évidence, quoi. Donc c'est tautologique, on ne peut penser le passé et le futur, on ne peut pas être dans le passé et dans le futur, puisqu'on n'est que dans le présent. Et en même temps, c'est abyssal, parce que on a à ce point dans notre expérience vécue la sensation qu'on peut aller dans le futur quand on projette quelque chose. Par exemple, quand vous projetez pour un entretien d'embauche, vous avez dans votre tête même les mimiques et les phrases que vous allez employer, donc vous êtes dans un moment qui n'existe pas, mais vous considérez comme le futur. Et quand vous vous baladez dans le passé, ça vous semble encore plus vrai que vous revivez des scènes dont d'autres personnes ont été témoins, donc vous les cautionnez. Et là encore, il y a une réalité tangible des passionnés, et il y a le temps psychologique que vous greffez dessus, l'illusion de l'identité que vous greffez dessus. Et le fait de savoir que le passé est mobile, qui semble contre-intuitif, c'est en fait plutôt facile, parce que si vous écrivez votre autobiographie à différents moments de votre vie, vous n'allez pas raconter la même chose. Donc c'est bien que votre présent aura changé, donc votre passé aura changé. Évidemment, je simplifie. Et là, on est complètement dans ce que décrit Philippe Guimand, là aussi, j'espère consacrer des vidéos à cet auteur. On est complètement dans ce que dit Philippe Guimand, puisque vous savez qu'en physique contemporaine, il y a la notion d'univers bloc, c'est-à-dire qu'en fait, Étienne Klein le dit très bien aussi, distingue la flèche du temps, qui est le vécu humain dans le temps, aller avoir la sensation d'avoir un passé, un présent et d'aller vers le futur, et la réalité du temps physique, qui serait l'univers bloc, et dont parle Philippe Guimand, qui est le présent, le passé et le futur complètement déployés, coexistants. Voilà. Et donc du coup, ce qu'explique de manière passionnante Philippe Guimand, c'est que par notre présent, nous vivons dans le moment présent, et là il est complètement proche des enseignements spirituels, nous vivons dans le présent, et dans notre présent, le futur n'existe pas, mais le passé n'existe pas non plus. Et là, donc, il faudrait que j'y aille en finesse, hein, mais je le ferai si je consacre une série de vidéos à cet auteur. Mais on a, en langage scientifique comme en langage d'enseignement spirituel, la même idée, ce qui est passionnant. Voilà, donc le temps psychologique, c'est aller dans le passé en recherche d'identité, se définir par le passé qui est en fait illusoire puisqu'on est dans le présent, donc ce n'est que la vision que nous avons du passé, et le temps psychologique futur, c'est non pas la projection des passionnés, mais le fait que vous projetez dans le futur va créer des attentes et des peurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous vous dites, par exemple, quand vous passez un concours, vous commencez à vous visualiser, par exemple, moi j'ai passé la grecque et je suis devenue prof. Et bien, quand je passais la grecque, je me projetais prof. En soi, pas de problème. Mais du coup, quand je voyais des images réjouissantes, etc., j'avais peur de rater le concours. Donc ça créait une tension. Donc Écartelé le dit très bien, le stress, c'est dû à un excès de temps psychologique dirigé vers le futur. Voilà. Et la culpabilité, par exemple, ce sera ce sera le temps psychologique tourné vers le passé. J'adore cette mise en mots. Voilà. Donc le temps psychologique crée deux formes de tension, selon qu'il est tourné vers le passé, ça peut être la culpabilité, le remords, le regret, etc. Et dans le futur, le temps psychologique peut créer la peur ou au contraire l'espoir. Voilà. Et là, on retrouve ce qu'on disait sur le chemin et la destination. Écartelé le dit très bien. Il y a beaucoup de projections vers un futur qui serait un paradis sur Terre, qui ont créé concrètement des enfers sur Terre. Voilà. Je me rappelle, mon prof de prépa nous avait fait un cours sur le communisme qui était au programme, le communisme soviétique. Et il disait à mon époque, donc dans les années 70-80, mon prof disait qu'à son époque, dans les années 70-80, on légitimait les atrocités du communisme soviétique, par exemple le stalinisme, les goulags, etc., en disant on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs.
au sens où voilà, le résultat serait une omelette, un monde d'égalité, etc. Sans casser des œufs, il y a eu des petits poufs, voilà, il y a eu des guerres, des conflits, des gens emprisonnés, des morts, etc. Bon, voilà, la fin justifie les moyens. C'est l'inverse. Cette pensée-là, à laquelle j'adhère totalement, c'est vraiment l'idée déjà de connoter la casse des œufs comme négatif. C'est pas négatif de casser des œufs. Donc vous pouvez envisager une belle omelette et envisager les étapes de la réalisation de l'omelette comme chaque étape rayonnante, joyeuse, etc. C'est l'inverse de la fin justifie les moyens. Et ça, il n'y a rien de pire pour moi, enfin il y a plein d'autres choses qui sont également horribles, que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire passer par l'atroce pour atteindre le sublime, pour moi c'est une contre-vérité. Et du coup, merci Eckhart Tolle, parce que du coup je fais cet homme a raison. Et en fait c'est juste que je suis très très contente, ça s'appelle l'ego spirituel, ou l'ego tout court, de reconnaître chez des auteurs dont j'adore la pensée, des choses qui sont en moi, quoi. Voilà, donc voilà, la fin ne justifie pas les moyens. La fin rayonnante implique que les moyens rayonnent aussi et ne soient pas considérés comme des moyens, mais du présent à part entière. Chaque étape vécue est en soi un présent à part entière. Voilà. L'aspect regrettable du temps psychologique selon Eckhart Tolle, c'est qu'il nous fait fuir le présent. Quand on est en projection dans l'illusion du passé ou dans l'illusion du futur, on n'est pas dans le présent. Et c'est ça le problème, parce que le présent est délicieux, riche, parfait et plein de potentiel extraordinaire. Donc en gros, quand vous cherchez compulsivement les moyens, quels qu'ils soient, de parvenir à une fin dans laquelle vous avez mis tous vos espoirs, vous n'êtes pas en train de vivre ce que la vie vous propose au moment M, et de pouvoir du coup prendre son potentiel, voir ce qu'on a dit dans l'accident de voiture, c'est-à-dire voir ce qu'il nous propose pour répondre à aujourd'hui, et aujourd'hui étant forcément une étape, si aujourd'hui est parfaitement vécue, pour un parfait demain et un merveilleux futur que l'on ne peut concevoir et qui se révélera à nous si on suit le merveilleux présent par étapes. Voilà. Pour l'exemple de l'accident de voiture, je tiens à dire quand même que justement, c'est un exemple parce que pour une fois dans laquelle ça se passe comme ça, il y a plein de fois où on fait intervenir notre foutu mental dans ce qu'il a de pas chouette et où on se prend l'arbre ou pire le camion. L'idée, c'est de comprendre que le présent regorge de ce potentiel de résolution de chaque situation qu'ils nous ont proposée, qui dépasse tellement les capacités de notre mental, même si on avait un QI à 300, ça a encore augmenté depuis tout à l'heure, j'étais à 250, il tend à nous faire mesurer ça et pas à dire bon, lâchez tout, de toute façon, votre présent vous donnera la réponse, etc. Et c'est souvent, des fois, quand on se lance sur notre chemin spirituel, on fait comme ça des à-coups. De toute façon, je trouverai la réponse sur le moment présent. Et en fait, comme nous sommes encore des êtres complètement soumis à notre mental compulsif, dont on ne remarque même pas la présence tellement c'est habituel et qu'on la croit normale, on oublie qu'il y a des chances qu'on oblitère le potentiel de notre présent et donc qu'on se prenne l'arbre ou qu'on se prenne le camion et toute autre forme de choses dommageables que peut nous faire notre mental quand il oblitère le présent. Donc voilà, faire gaffe, comprendre l'idée, se familiariser avec avant de se lancer en disant « Ouh, j'ai tout compris en théorie, donc ça va marcher en pratique ». Et des fois, on réagit un peu comme ça, après un bon stage de développement personnel, on se dit « Ah, ça y est, j'ai tout compris ». Ou une lecture qui nous a chamboulé, ça y est, je vais changer ma vie. Bon. Donc voilà, faites attention quand vous lisez des ouvrages qui vous bouleversent comme ça avant de changer de vie totalement. Et en même temps, ouvrez cette petite porte en vous qui va permettre tout le changement, quoi. Voilà. Alors, du coup, voilà, si vous êtes dans la compulsion du mental, vous ne pouvez pas être dans le présent. Si vous êtes dans le mental outil, non plus, mais vous comprenez que ça ne va pas vous aliéner, ça va être temporaire et pratique. Voilà. Et en plus, si c'est guidé par la joie, vous êtes dans le potentiel du moment présent, dans la réalisation, dans l'utilisation de votre outil mental, donc c'est parfait. Voilà, donc
arrêter la compulsion du mental, en tout cas essayer de la dompter, hein, moi j'en suis là, déjà essayer de la voir. Et ça c'est toujours le truc de l'observateur d'Eckhart Tolle. Quand vous passez en observation, quand vous dites « Ah mince, mon mental a appris les commandes », c'est que vous n'êtes plus dans l'identification de votre mental, donc vous êtes dans l'être. Donc voilà, moi j'en suis à peu près là. Hein. Mais pour aller plus loin, etc., il faut comprendre ça. Ça ouvre toutes les portes en nous et on le vit de plus en plus fréquemment. Et dans nos allers-retours entre notre mental compulsif et notre présence, on gagne du terrain, quoi. Voilà. Jusqu'à ce que ça devienne notre réalité. Voilà, et donc le présent est parfait, c'est-à-dire il recèle tout. Et là, quand on voit la vision de l'univers bloc dont je vous ai parlé, avec le temps pleinement déployé des physiciens, bah voilà, le temps il y a le présent, il y a tout dans le présent. Voilà. Donc, éviter la compulsion permet d'être présent, et le présent est parfait, c'est-à-dire que, ça c'est magique, dans le présent, vous avez votre pleine réalisation en fait. Et c'est le fait de croire que votre réalisation est dans le futur, que vous allez lancer le mécanisme mental de projection compulsif, émotionnel, etc., qui va vous aliéner, alors que vous êtes déjà à votre endroit. Donc en fait, ce que propose Tolle et tant d'autres sagesses, c'est de se débarrasser de la distance entre nous et nous-mêmes. Nous sommes à l'endroit parfait, croyant que nous n'y sommes pas. Et ça, c'est Lila, dans les sagesses, c'est Maya, l'illusion de la dualité. C'est tous ces concepts-là, quoi. Voilà. Donc, le présent, je vous ai montré son potentiel avec l'exemple de l'accident. Il est susceptible de répondre bien mieux que n'importe quel QI et que n'importe quel outil mental poussé à l'extrême à n'importe quelle situation que la vie nous propose. Et il est délicieux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. C'est que le présent est délicieux. On a envie de dire, ouais, mais quand on est malade, qu'on a mal, etc., le présent est horrible. Quand on est dans un moment de vie terrible, on n'a pas du tout envie d'être dans le présent, c'est une prison. Tadam. Et en fait, j'ai compris, j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, on confond souvent les conditions de vie et le présent. Les conditions du présent et le présent. Et ça, Eckhart Tolle fait bien la distinction. En fait, le contexte de votre présent, voilà, les conditions de vie seraient le contexte de votre présent, mais quand vous le vivez, vous ne souffrez pas. Le moment M du vécu dans des conditions difficiles, même la souffrance, donc qui va enclencher la résolution par l'outil mental, hein, par exemple, ou puiser dans le présent sa propre résolution. Et ça, j'y suis pas, hein, les gars, et les nanas. Voilà, c'est... je ne sais plus exactement comment j'ai commencé ma phrase, mais il y a une distinction entre les conditions de vie, le contexte du présent, et le présent vécu, quoi. Et c'est vrai que si on se libère de la souffrance psychologique, donc du temps psychologique, lié par exemple, vous n'avez plus d'argent. Donc si vous vous projetez dans le futur, ça fait hyper peur. Vous dites, ouais, mais comment je vais continuer à payer ceci, continuer à payer pour ma maison, qui est mon lieu de vie, que j'adore, etc. Des choses comme ça. Et là, c'est l'horreur, quoi. Vous êtes oppressé, ça peut être terrible, quoi. En même temps, si vous vivez juste le présent comme tel, bah, finalement, ce manque d'argent, dans la manière dont il impacte concrètement votre réalité, la souffrance, si elle n'est pas psychologique, elle est très faible. Et pareil, rappelez-vous, moi je fais souvent ça, me souvenir ce que c'était d'être malade quand j'étais enfant. Il y a des moments où voilà, on souffre, on n'est pas bien, etc. Mais en fait, je m'en rappelle parce que c'était la maladie sans toute la souffrance psychologique qui y est associée. La peur de ne pas pouvoir assister à tel événement pour lequel on s'est préparé depuis longtemps. La peur que les gens qui ont besoin de nous, comment ma fille va faire pour rentrer de l'école, comment ceci, cela. Et la maladie débarrassée de la souffrance psychologique, c'est vrai qu'elle est dépouillée de beaucoup de choses. Alors, je voudrais vraiment pas être intrusive ou pour les gens qui sont actuellement en souffrance. C'est vraiment donner l'idée de la différence entre le moment M, présent, donc M pour moment, ou P pour présent, donc le moment M ou le moment P, et l'adjonction
psychologique et la dissociation de la souffrance réelle avec la souffrance psychologique qu'on y ajoute. Donc ça, c'est une première chose que j'ai mis du temps à dissocier. Et ensuite, j'ai mis vraiment du temps à comprendre à sentir la présence comme quelque chose de délicieux. Ou plutôt, je l'avais senti, mais de manière inconsciente. Je n'avais pas percuté que c'était là le délice du moment présent, quoi. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience de ça à une formation en massage tantrique. Et en fait, nos formateurs nous disaient vraiment de nous connecter pleinement à la présence de l'autre, quoi. Et à le sentir pleinement, à nous connecter à sa part divine, etc. Et vraiment, cette présence à la part divine de l'autre, à son corps, à chacun de nos mouvements, elle disait, la formatrice, elle était avec un formateur, mais la formatrice disait c'est un massage cellulaire, le massage tantrique, on masse cellule par cellule. Et donc ça demandait une qualité de présence. Il n'y avait pas besoin d'accident de voiture qui, justement, dans cette vidéo, ne vous conseille pas de reproduire l'exemple qui vous est cité pour mesurer le pouvoir du moment présent. Faites plutôt du massage tantrique ou quelque chose qui demande votre pleine présence, ou une œuvre d'art. Voilà, vous êtes pleinement absorbé par le présent. Et c'est délicieux. C'est vraiment, mais ça n'avait rien à voir avec le corps de l'autre en lui-même. Ça, c'était juste la présence qui était délicieuse, quoi. C'était merveilleux. Et après, une fois que je l'ai senti dans ce contexte-là, je suis arrivée à me rendre compte qu'en fait, c'était partout dès que j'étais présente. Et c'était merveilleux. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti, pas juste compris, quoi, que la présence, que moi je vis de manière tellement intermittente, quoi, mais que la présence était délicieuse, quoi. C'est ce qu'on peut ressentir aussi dans certaines méditations, voilà, le potentiel du moment présent a tout à voir aussi avec la méditation, évidemment. Voilà. Évidemment, voilà, il y a aussi l'exemple des sports extrêmes, comme ça demande une attention de chaque instant. Par exemple, l'alpinisme, c'est l'exemple que donne Eckhart Tolle, ou la conduite de voitures de course, ou des trucs comme ça. Il y en a qui recherchent ça, il dit c'est la seule manière que... Enfin, c'est un petit peu condamnable, mais c'est la manière qu'ont certains ont trouvé pour vivre le moment présent. Voilà. Parce que voilà, quand on se met en situation de vie ou de mort, bah oui, on est plus dans le présent que pas. Et il n'y a pas besoin de se mettre en danger pour vivre le moment présent. Je vous dis, toute chose qui vous absorbe dans le délice, donc pas l'absorption compulsive du mental, mais vraiment dans la présence pleine, elle est délicieuse, quoi. Et vraiment, si je pouvais, à force de vous faire des vidéos là-dessus, gagner encore plus d'espace de présence, ce serait merveilleux. Voilà, donc je terminerai avec cette phrase de Tolle que j'aime beaucoup. Tolle dit des sages que en fait, ce sont des gens qui continuent à se servir du temps horloge en étant libérés du temps physique, du temps psychologique, donc je vais la refaire parce que c'était ma phrase clé, mon point d'orgue, ma conclusion. Donc, voilà, la sagesse, c'est de continuer à se servir du temps horloge en étant libéré du temps psychologique. Voilà, et c'est exactement le message de cette vidéo, donc sur le mental et le temps. Vous vous rappelez, ça visait à dire que vivre pleinement le moment présent, c'est pas passer un grand coup de balai sur la temporalité, ce serait contre-intuitif, contre-productif puisqu'on se dirait c'est pas pour nous, ou sur notre mental, et ça ferait le même effet. C'est continuer à se servir du temps horloge en étant libéré du temps psychologique, c'est-à-dire distinguer différentes formes, bon évidemment les 1000 nuances entre ces différentes formes, mais là on est dans une première approche, distinguer ces différentes formes pour pouvoir vivre à la fois une vraie expérience de vie qui ne soit pas l'illusion qu'il faut aller dans l'Himalaya pour commencer son parcours de sagesse, tout en accédant réellement au contenu spirituel que ces auteurs nous communiquent. Donc continuer à se servir du temps horloge en étant libéré du temps psychologique, c'est évidemment tout ce que je vous souhaite, et avec vous, tout ce que je me souhaite à moi aussi. Donc tout ce que je nous souhaite.